Dans le théâtre des sociétés humaines, il fut un temps où l'existence semblait naturellement accordée à une partition collective. On naissait dans un monde de liens, de devoirs, de fidélité tacite. La famille, le village, le métier, la croyance, les usages, formaient autour de chacun une trame serrée, parfois protectrice, parfois étouffante. Puis l'histoire a déplacé son centre de gravité. L'individu s'est avancé peu à peu vers le devant de la scène. Il a voulu penser par lui-même, choisir sa vie, affirmer sa singularité, secouer le joug des héritages imposés. Cette conquête fut immense. Elle fut même à bien des égards une victoire de la dignité humaine, car il fallait bien que l'être humain cesse seulement d'être un rouage, une appartenance, une fonction, pour devenir une conscience libre. Mais toute victoire porte en elle son ombre. Ce qui libère peut aussi dissoudre. Ce qui émancipe peut à l'excès isoler. Dès lors, une question s'impose avec la gravité des évidences qu'on préférait ne pas regarder en face. L'individualisme grandissant de notre société est-il un risque pour sa cohésion ? Il faut d'abord entendre ce que recouvre cet individualisme. Il ne s'agit pas seulement du souci légitime de soi, ni de la revendication d'une autonomie morale. Il s'agit d'un glissement plus subtil, plus profond, presque imperceptible, par lequel le moi devient mesure de toute chose. Le bien commun n'est plus alors l'horizon, mais la variable d'ajustement. La liberté n'est plus une responsabilité, mais un territoire privatif. Autrui n'est plus un semblable, mais parfois un concurrent, un obstacle, ou tout au plus un miroir. Une société peut survivre à bien des conflits, à bien des désaccords, à bien des fractures. Elle résiste moins bien lorsque s'y installe l'indifférence. Car ce n'est pas le tumulte qui détruit le plus sûrement le lien social, c'est le refroidissement des âmes. Nous vivons une époque où chacun est sommé d'être soi, de se réaliser, de se raconter, de se distinguer. Il faut avoir une opinion propre, une trajectoire singulière, une identité soigneusement façonnée comme une vitrine. Le monde contemporain flatte cette souveraineté du moi. Il en a fait à la fois un idéal moral, une injonction sociale et un marché. Chacun devient entrepreneur de lui-même, comptable de ses succès, coupable de ses échecs. Cette exaltation de l'autonomie a quelque chose de grisant. Elle promet à chacun une couronne intime. Mais elle enferme aussi l'existence dans une fatigue nerveuse, car l'individu livré à lui-même finit souvent par se découvrir seul face à l'immensité de ce qu'il lui faudrait être. Or, une société ne tient pas seulement par des lois, des institutions ou des intérêts bien compris. Elle tient par des sentiments partagés. La confiance, la réciprocité, la reconnaissance, le renoncement, le consentement à quelques renoncements communs. Il faut, pour qu'un peuple demeure plus qu'une juxtaposition d'existence, qu'il se reconnaisse une dette mutuelle. Nous ne sommes pas seulement des êtres de désir, nous sommes aussi des héritiers, des obligés, des passeurs. Si chacun ne voit plus dans le corps social qu'un décor utilitaire destiné à sécuriser ses droits privés, alors le nous se vide peu à peu de sa substance. Il reste les structures, mais l'âme commune se retire. La cité continue, debout, mais comme un édifice habité par des solitudes. Ce risque est d'autant plus grave que l'individualisme ne produit pas uniquement de la distance. Il nourrit également une fragmentation du réel. Chacun s'installe dans son récit, dans ses certitudes, dans sa sensibilité propre. Le monde commun se morcelle en archipel affectif et idéologique. On ne débat plus pour chercher ensemble une vérité praticable, on s'affronte pour défendre la citadelle de son moi. L'opinion devient identitaire, la contradiction offensante, la nuance suspecte. Ainsi, la cohésion ne se défait pas seulement par les actes, mais dans les imaginaires. Nous n'habitons plus la même maison mentale. Faut-il alors condamner l'individualisme en bloc ? Ce serait une erreur symétrique, car le remède pourrait se révéler pire que le mal.
Une société trop compacte, trop fusionnelle, trop avide d'unité, menace toujours la liberté intérieure. Le collectif, lorsqu'il se durcit, peut devenir une idole sévère qui exige le sacrifice des singularités. Il ne s'agit donc pas de revenir en arrière comme on retournerait dans une antique communauté mythifiée. Le passé n'était pas un paradis du lien. Il était souvent un ordre pesant, parfois injuste, où l'on appartenait avant de s'appartenir. Le défi n'est donc pas d'abolir l'individu, mais de l'inscrire dans une conscience plus vaste. La vraie question n'est donc sans doute pas faut-il choisir entre l'individu et la société. Elle est plutôt comment faire d'être libre une communauté fidèle à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Toute civilisation vivable repose sur cette alchimie délicate. Elle suppose que chacun puisse dire « je » sans cesser d'entendre le « nous ». Elle exige que la liberté soit conçue non comme un retranchement, mais comme une capacité de relation. Non comme le droit de se soustraire à tous, mais comme une possibilité d'entrer dans le monde sans s'y dissoudre. Peut-être la cohésion sociale ne renaîtra-t-elle pas de grands discours abstraits, mais d'une rééducation du regard. Voir un autrui, non un rival, mais une vulnérabilité analogue à la nôtre, comprendre que l'existence humaine est tissée de dépendances discrètes, accepter que la fraternité ne soit pas un supplément d'âme, mais une condition de survie morale. La société commence à se défaire lorsque chacun veut être reconnu sans plus reconnaître personne. Elle recommence à respirer lorsque les consciences consentent à cette vérité simple et vertigineuse, nul ne se fonde seul. Ainsi oui, l'individualisme grandissant de notre société peut devenir un risque majeur pour sa cohésion lorsqu'il oublie qu'aucune liberté n'est clos dans le vide, mais qu'il ne faut pas opposer stérilement l'individu au commun. Il faut rappeler à l'individu moderne qu'il n'est pleinement lui-même que relié. L'être humain n'est pas une île, il est une rive tendue vers d'autres rives. Et si notre temps est parfois menacé par l'éparpillement des solitudes, il lui reste encore cette chance fragile, magnifique, décisive. Réapprendre que le destin d'un peuple commence au point exact où je consens à ne pas régner seul.